Il a fallu que je prenne des voies différentes à celles que je m'étais tracées. Et donc, j'ai appris, je pense encore plus, cette agilité et te dire que demain n'est pas garanti. Et donc, il faut que tu sois sûr de ce que tu fais aujourd'hui parce que tu ne sais pas si le chemin demain, tu le prendras à droite ou à gauche. Donc ça, c'était un gros enseignement. Et ça a mis beaucoup de temps à maturer chez moi pour arriver à cette prise de hauteur et cette agilité que je pense avoir aujourd'hui. Et si je vous parlais d'une histoire? Et si je vous parlais d'une histoire d'entreprise? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Caroline Horry, bonjour, Bonjour. qui vient nous parler de son entreprise, Ajaka Conseil, et également de son parcours, parce que évidemment, on ne va pas parler que de l'entreprise. Comment est-ce que vous pourriez raconter cette histoire d'entreprise Ajaka? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Comment vous vous positionnez sur le marché? Quel est l'objet de l'entreprise? Ajaka, c'est un Sherpa qui vous emmène en haut des montagnes. Voilà. Ça, c'est de la phrase d'introduction. Ça a été préparé, ça. Hein. Avoue-le. Un petit peu. Non, concrètement, Ajaka, ça accompagne les dirigeants d'entreprise, Oui. principalement les dirigeants de PME et de petites ETI, qui ont à la fois la casquette de directeur général, mais qui font aussi de la finance, qui font aussi du RH, qui font aussi de la prod, dans toutes leurs réflexions stratégiques. Donc, ça veut dire... est-ce que je dois faire une acquisition maintenant? Comment est-ce que je fais pour optimiser mes financements? Est-ce que c'est le bon moment pour lever des fonds? Est-ce qu'au contraire, je suis arrivé à un moment où il faut que je cède mon entreprise? Et en fait, nous, c'est pour ça que je parle de Sherpa, parce qu'on est le sparring partner. Finance. Finance au sens stratégique du terme. Ouais. et stratégique. Tu fais pas la compta. Non, je ne fais pas la compta. On aide à structurer les directions financières, donc on met en place des outils de... contrôle de gestion, de travail budgétaire, etc., avec les entreprises qui en ont besoin. Et on les accompagne. Et j'aime dire qu'on est englobant dans le sens où on essaye de répondre à toutes leurs problématiques. Soit on a les compétences en interne et c'est nous qui le faisons, soit on a un réseau de partenaires autour de nous, que ce soit des avocats patrimoniaux, que ce soit des coachs, des cabinets de conseil en RSE, en communication, qui viennent nous appuyer sur les moments clés dont les dirigeants ont besoin. Ok, bon. Donc, en gros, dès que ça touche de près ou de loin aux finances ou à la stratégie, qui inclut nécessairement les finances d'une entreprise, tu réponds présent avec ton entreprise. C'est un peu ça l'idée, quoi. À peu près, oui. À peu près. Et pour finir, c'est aussi, on n'est pas un cabinet qui vient one-shot, qui fait une mission et après on n'entend plus parler de nous. Donc c'est Et pour construire une relation sur le long terme, en fait. Et c'est là où je reviens sur mon image de montagne, où en fait le sommet, il est tout là-haut. Et en fait, il y a plein de cols intermédiaires à passer, à monter, à descendre. D'étapes, ouais. Voilà, exactement. Et nous, en fait, on veut s'engager dans la durée avec nos clients. Il y en a évidemment où on fera juste une opération. J'ai des exemples de clients que j'ai accompagnés juste sur la session et qui sont partis à la retraite. Très bien. Mais il y a des clients sur lesquels j'accompagne depuis plusieurs années et c'est chouette de pouvoir faire leur premier levée de fonds, structurer leur direction financière, faire la première acquisition, réorganiser le capital et amener éventuellement même jusqu'à la cession. Et c'est en ça que je dis qu'on est le Sherpa qui emmène au sommet de la montagne parce qu'on va passer plein de cols intermédiaires avant d'arriver tout en haut du sommet. Sherpa, il y a une notion d'être au service d'eux? Oui, bien sûr. Et par moment, on est devant à tirer le dirigeant quand il en a besoin. Parfois, on est derrière à pousser quand il en a besoin. On est celui qui remplit le sac à dos pour être sûr qu'on a bien tout mis dedans, pour être sûr qu'on n'oublie rien en chemin. Et on est là pour permettre aux dirigeants d'aller en haut. Donc, on est au service du dirigeant. Par contre, c'est pas toi qui fais son travail, on est bien d'accord. Non, c'est pas moi qui prends les décisions. Et donc, c'est intéressant et c'est important dans des entreprises de services aux entreprises de bien savoir la place de chacun. Exactement. Et donc là, quand tu dis tu le tires un petit peu, c'est sur certains aspects et ça n'enlève rien en sa compétence propre sur son cœur de métier, quoi. Oui, après, on est aussi sur des thématiques qui peuvent être riches émotionnellement. Et donc, par moment, il peut y avoir Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire riche émotionnellement sur ce domaine-là? Quand on est en train de finaliser une acquisition, quand on est en train de vendre son entreprise, quand on est en train de faire une levée de fonds, il y a des moments où en fait, il peut y avoir des discussions qui sont tendues, des discussions qui... le dirigeant a une vision de son entreprise parce que c'est son bébé, versus des investisseurs, des acquéreurs qui peuvent être beaucoup plus froids par rapport aux compétences, à la valeur de l'entreprise. Et en fait, il faut arriver à réconcilier et il faut arriver à
enlever l'émotion du dirigeant pour qu'il reste lui aussi froid, c'est pas le bon terme parce qu'on ne peut pas être froid, mais qu'il reste beaucoup plus rationnel et par rapport à la situation dans laquelle on est. Je vais vous donner un exemple. On se met d'accord sur souvent des valeurs d'entreprise qui font des millions et des millions. Et les dernières négociations, elles sont pour 5 000 € par-ci, 3 000 € par-là. C'est de l'ajustement. Et en fait, on cristallise Des questions de principe. sur presque, des ouais. montants qui sont tout petits comparés à la globalité du deal. Évidemment qu'on n'a pas envie de se faire arnaquer sur quoi que ce soit, mais par moment, le dirigeant, il est tellement la tête dans le guidon qu'il faut l'aider aussi à prendre du recul et à re-regarder l'ensemble de l'opération. Et comme tu disais, quand tu accompagnes les dirigeants sur ces moments un petit peu particuliers que sont une fusion-acquisition, une levée de fonds, et tous ces moments-là sont des moments clés dans la vie d'une entreprise. Et donc, quand c'est ton bébé, ton entreprise avec laquelle soit tu veux la céder, soit tu veux la grandir, soit tu veux créer une levée de fonds externe, etc., j'imagine qu'effectivement, ça implique des émotions particulières de ces chefs d'entreprise qui peuvent avoir l'impression d'être un peu dépossédés de leur bébé, quoi, en quelque sorte. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Oui, moi j'ai le souvenir d'un dirigeant qui a vendu son entreprise et qui a pleuré juste après avoir vendu son entreprise. Ah oui, ça doit faire quelque chose. Donc, Quand tu as sué sang et eau pendant des années. voilà, donc c'est des moments qui sont très importants dans la vie de l'entreprise et de la vie du dirigeant surtout. Donc ça a une importance d'accompagner pas que les finances, mais d'accompagner les humains avec, quoi. J'ai pas de ratio à vous donner, mais mon métier, c'est autant de la finance, de la strat, que, j'ai pas envie de dire psychologie, parce que ça peut être mal interprété, mais c'est de gérer l'humain, gérer tout ce que tu dis, l'écoute, la bienveillance, l'accompagnement vraiment humain de la personne. Est-ce que c'est 50-50, 60-40? Non, je ne sais pas, mais en tout cas, cas, c'est une part importante de mon travail. Et là où je suis, moi, c'est quelque chose qui me touche, c'est qu'en fait, la quasi-totalité des clients, parce que je les accompagne quand même sur des périodes qui sont longues, parce qu'une transaction, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ah bon? C'est pas comme quand tu vas acheter ton pain à la boulangerie. Pas tout à fait. Ça prend aujourd'hui en moyenne entre 9 et 12 mois. Donc on a le temps de construire une relation. Et pour la plupart, c'est des gens avec lesquels je garde des relations après, si on retravaille ensemble, mais même amicales. Donc on a plaisir à se recroiser, à se redonner des nouvelles, savoir comment on s'en va. Tu les as accompagnés un morceau de vie, quoi, en fait. Exactement. Et il y en a certains qui deviennent des amis. Oui. Donc c'est chouette cette partie-là. Parce que, alors, est-ce que je peux te provoquer un petit peu? Non. Non. Donc, voilà, donc je vais y aller. Logique. Non, l'image que donne ta profession est pas tout à fait ce que tu viens de décrire là. Alors, on a deux solutions. Soit tu racontes une histoire pour faire plaisir et pour séduire l'autre, etc. Soit c'est réellement tes valeurs, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un petit peu décalé par rapport à ce milieu de la finance, du M&A, des fusions-acquisitions, des levées de fonds, où on a l'impression, c'est des chiffres, c'est quelque chose, quelque part un peu froid, humainement parlant. Ça donne l'image dans ton métier de gens qui font plutôt, d'abord, il faut être honnête, qui sont plutôt des hommes. Dans ce milieu-là, le costard cravate, le machin, le truc tout impeccable, et puis cette difficulté aussi à rentrer dans la relation humaine, c'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est le pognon. Est-ce que cette vision-là de ce métier-là est forcément une caricature? Moi, je suis de l'extérieur, donc ou est-ce qu'il y a un peu de vrai quand même là-dedans? Sans polémique, tu vas te faire des copains sinon. Non, mais on reste sur un métier qui est relativement, je vais dire, traditionnel, qui en effet, c'est principalement des hommes qui sont dans les cabinets de conseil en M&A, des hommes plutôt âgés, etc. Maintenant, il en faut pour tous, dans le sens où il y a des entreprises qui ont besoin de ça, des hommes qui ont un réseau extrêmement large, qui ont fait énormément de transactions. Et donc, c'est ce qu'ils vont chercher. Et ils ne vont pas chercher la relation humaine. Efficacité, point barre. Voilà. Oui, et pour autant, ils ont quand même une relation. Ils sont très contents du service qui leur est rendu. Donc, il n'y a aucune critique par rapport à ça. Mais c'est une demande et une offre. Et en fait, moi, je me suis positionnée sur un autre créneau dans lequel cultiver la relation humaine, être dans mes valeurs d'authenticité, de transparence, etc., c'est ce qui, moi, me fait vibrer. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé mon entreprise, pour proposer ce setup. Et donc, je cherche des clients qui correspondent à ça. Et je trouve que dans la myriade de PME et ETI que l'on a en France,
il y a plein de dirigeants qui sont dans mes valeurs, mais qui sont surtout pas du tout éligibles, on va dire, par les grandes maisons de M&A. Qui les intéressent pas. En tout cas, Trop eux, petit. il faut autre chose, probablement un peu petit, et qui sont pour autant pas assez structurés et qui ont besoin, au-delà simplement de venir exécuter une acquisition, on a identifié la cible et on sait exactement ce qu'il faut faire, et il faut gratter des chiffres, des modèles financiers qui sont très très complexes, et ils sont excellents, hein, les gens qui font ça. Mais moi, mes dirigeants, ils sont pas là. En fait, mes dirigeants, ils sont un step avant, en train de se dire, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont mes options? Est-ce qu'il faut que j'achète? Est-ce qu'il faut que je lève des fonds? Comment je fais rentrer mes enfants? Est-ce que c'est une bonne idée de faire rentrer mes enfants? Et c'est là où je Pas pense... les tiens, les leurs. Tout à fait, les Pas miens sont un peu encore, petits encore. Mais c'est là où j'ai toute ma valeur ajoutée, Ouais. parce que faire le modèle Excel, etc., on le fait, et on le ferait probablement moins bien que les grandes maisons. Mais nous, on est là pour venir réfléchir à leur côté. Et c'est pour ça que nous, ça prend aussi du temps et que c'est des dirigeants qu'on accompagne sur le long terme et qu'on cultive cette relation humaine. C'est parce qu'on va réfléchir à toutes ces options avec eux, etc. Et ça peut tout simplement commencer déjà par mettre du contrôle de gestion en place pour avoir les bons indicateurs et prendre les décisions sur des chiffres que l'on a, qui souvent, c'est dans la tête du dirigeant, c'est « je sens ça ». Donc il faut suivre son instinct, mais par moment, il faut aussi rationaliser un peu les décisions. Bien sûr. Mais tu vois, tout à l'heure, dans la phrase, tu les appelais mes dirigeants. C'est rigolo. Et c'est plutôt touchant parce que ça montre à quel point, émotionnellement aussi, puisque tu parlais de ces histoires d'émotions, parce que figurez-vous, c'est un scoop, les émotions existent dans l'entreprise. Bah, attention, hein, vous le dites à personne. Hein. Et en fait, ça veut dire que tu t'impliques toi aussi émotionnellement pour de vrai. Quand tu dis ça devient des amis, c'est pas juste une posture, c'est pour de vrai. Oui, je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, ça m'arrive très souvent quand je parle au nom des dirigeants, je dis nous. Nous devons faire ceci ou nous pourrions faire cela, C'est etc. ça. Et en fait, des fois, je me demande, enfin, pardon, vous devez, vous devriez, etc. Et en fait, ça représente exactement, c'est qu'en fait, je ne dis pas que je fais partie de l'entreprise, c'est pas du tout mon objectif, mais en fait, je mets beaucoup de moi dans l'accompagnement que je fais. Ça me fait penser à un médecin. Tu sais, dans les médecins, dans les hôpitaux, etc., tu les vois prendre parfois une attitude où ils doivent ne pas s'impliquer émotionnellement pour mieux soigner, etc. Donc parfois, ils en deviennent même distants, etc. Et en fait, ça, c'est l'ancienne école. Et la nouvelle école aujourd'hui, c'est que dans la médecine, pour la pratiquer, il faut aussi de l'empathie, il faut aussi de l'écoute, etc. Et en fait, j'ai l'impression que dans l'ancienne école de ton métier, dans la finance, il faudrait ne pas trop s'impliquer émotionnellement et ne pas avoir une relation trop proche du client. Et finalement, toi, tu as choisi une autre voie et qui marche. Parce que ça fonctionne en vrai. Tout à fait. Tu arrives à les conseiller et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Oui, oui, je suis ravie. En tout cas, au-delà du fait que ça marche, c'est que je bosse 10 fois plus que ce que je pouvais bosser quand j'étais en grande boîte. Mais je suis toujours hyper contente et ravie de me lever le matin pour aller bosser. Parce qu'en fait, je fais un métier que j'adore, je fais un métier dans lequel je me retrouve énormément. Je travaille avec des clients qui sont tous sympas. J'ai une équipe qui est top, que j'ai façonnée, entre guillemets, à ces valeurs-là. Donc, ça fait combien de temps que tu as créé cette entreprise ? La société, elle a quasiment 15 ans d'existence. Maintenant, l'envol d'Ajaka est vraiment depuis 2020. Où en fait, avant, c'était uniquement une société de facturation, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma vitrine. Et il y a du personnel, etc. Là, tu as presque un petit peu moins de 10 personnes. Enfin, c'est une structure qui commence à avoir une certaine taille. C'est-à-dire que c'est pas rien. Ça veut dire que tu as vraiment du business tout le temps et que ça se renouvelle. Parce qu'effectivement, il y a aussi un certain nombre de missions qui sont one-shot, structurellement parlant. Hein. Et donc, c'est une sacrée aventure. Donc, ces 5 dernières années de cette plongée dans l'inconnu, comment tu l'as vécu ? Parce que tu étais affilié à d'autres cabinets plus gros auparavant, c'est ça ? C'est un petit peu l'idée ? Ouais. Alors, je ne parlerai pas de plonger dans l'inconnu. Parce que je n'aime pas sauter dans l'inconnu. D'accord, ça, c'est fait. Vous avez bien compris. Hein. J'aime bien aller de l'avant, prendre des nouveaux challenges, etc. Mais pas dans une pièce toute noire. C'est pas possible, je ne sais pas faire. Donc, ça a été quand même mûrement réfléchi. Et je partais en ayant, entre guillemets, un plan de bataille. Et je savais que je me donnais 1 an
pour que ça fonctionne, parce que j'avais fait suffisamment de deals les années d'avant pour avoir suffisamment de cash pour ne mettre personne à risque, à savoir déjà pas ma famille, et pas, parce que j'ai tout de suite recruté une personne, et ne pas, elle, pouvoir la mettre dans une situation difficile. Et en fait, j'ai gardé un peu cette rigueur de, une fois par an, me faire un très gros bilan annuel et de me dire, est-ce que j'ai suffisamment de cash pour les 2 ans à venir? Est-ce que j'ai suffisamment de business? Est-ce que les indicateurs sont au vert pour que, entre guillemets, continuer à faire rouler l'entreprise? Et en fait, c'est ce que j'ai fait et je suis partie avec suffisamment de cash, des clients qui me faisaient confiance et qui venaient avec moi. Et on s'est dit à ce moment-là que je pouvais y aller parce que j'avais, entre guillemets, c'était assez aligné en termes de planète et le risque n'était pas trop important à mon sens. Ce que je comprends, c'est que tu n'es pas parti à l'aventure from couteau entre scratch les comme dents. ça. Non, c'est pas ton style. Non. Mais quelque part, c'est rassurant parce que ça veut dire que quand tu accompagnes une entreprise, d'abord tu te renseignes sur l'entreprise, tu te renseignes sur le marché avant d'accepter la mission, j'imagine. Tout à fait. Alors, on a mis en place, il y a Tu pas choisis tes clients presque. Oui, alors oui, j'ai envie de dire qu'on choisit nos clients. On a essayé, parce que jusqu'à il y a encore pas très longtemps, le choix du client, c'était dans la tête de Caro. Donc, est-ce que Caro, elle trouvait que c'était le bon client ou pas le bon client à suivre au feeling. Et en fait, on a essayé de rationaliser ça un petit peu avec mes équipes. Et donc, on s'est fait une sorte de matrice qu'on appelle l'ADN check, qui nous permet en fait de venir regarder un certain nombre de critères. Que objectifs, les critères? Alors, il y en a beaucoup qui sont chiffrés. Et il y en a aussi qui sont sur est-ce que le fit humain est là ou pas. Les valeurs. Oui, exact. Alors, on n'a pas de case autant que ça qui est marqué valeur, mais c'est tout ce qui est fit humain sur... voilà, donc ça, on l'a. Maintenant, la réalité, c'est que quand on sent à l'intérieur de soi qu'on a envie de travailler avec ce client-là, même si l'ADN check, il n'est pas totalement vert, mais il est... voilà, il se peut qu'on y aille. Tu le regrettes pas quand ça se passe? Non, après, je pars d'un principe que je regretterai aucune des décisions que j'ai prises ou que je prends, parce que je le fais en mon âme et conscience. Donc t'assumes, quoi. Exactement, et que si ça ne fonctionne pas, à minima, j'apprendrai et on fera mieux la prochaine fois. Donc de toute façon, je ne regrette pas les décisions. Jamais je me suis dit, j'aurais jamais dû prendre ce client-là ou j'aurais jamais dû faire ça. Je ne fais pas ça. C'est pas trop ton style de regarder en arrière? Que quand c'est bien, en fait. Que quand c'est bien. Non, mais si, je regarde en arrière parce qu'on tire toujours des leçons Oui, de ce qui s'est quand passé je dis, derrière. tu t'épanches pas. Mais non, pas voilà. du tout, par contre. Ouais. C'est passé, s'il y a eu une erreur, s'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé, bah, voilà, c'est comme ça, on a appris des choses et on avance pour que le demain, ce soit encore mieux. Oui, c'est pas juste une posture, parce que cette phrase, il n'y a pas d'échec, soit je gagne, soit j'apprends, de Mandela, c'est pas, toi, la posture comme ça. C'est vraiment comme tu es vraiment fondamentalement. T'as pas fait exprès d'être comme ça, en fait. Là, je sais pas si c'est... Non, mais après, je sais pas si ça vient parce que je fais beaucoup de sport de haut niveau. Je fais du handball. Handball, ouais. C'est dur, le handball, physiquement. Hein. C'est un sacré engagement. Hein. Un petit peu. Ah oui, quand même, non? Oui. Après, j'ai envie de vous dire, vous faites du foot, vous faites du basket, vous faites du rugby, vous prenez des coups aussi. Hein, c'est donc, vrai. je pense que tous les sports sont physiquement impactants. Mais au-delà de l'aspect sportif, en fait, un match, il est perdu et c'est fini. Il est perdu, on ne pourra pas revenir dessus. Donc, on peut se faire un feedback en équipe ou individuel en disant « j'ai pas bien fait ceci, j'ai pas bien fait cela ». Mais en fait, l'objectif, simplement, c'est de se dire au prochain match, comment je peux faire mieux? On fera pas ces erreurs-là parce qu'on l'a vu qu'on avait fait ces erreurs-là. Donc, il faut qu'on soit meilleur sur le match suivant. Et j'ai appris ça à travers le handball. Je pense que naturellement, je l'avais un peu. Mais le handball m'a beaucoup appris ça et je l'ai toujours gardé. Le handball est ma meilleure source, ma meilleure formation que j'ai eue par rapport à ma carrière professionnelle. C'est là où j'ai appris les valeurs d'engagement, de rigueur, de cohésion d'équipe, de projection, d'objectifs, de dynamisme. J'ai appris tout ça en faisant du handball. C'est pas à l'école, parce que tu as fait quand même des études de finance, j'imagine, pour faire ça, parce que si moi je veux le faire, normalement je peux pas faire ton métier. Mais si. Ah si, je peux quand même. Je te formerai. Oui, donc tu peux être formé sur le tas, éventuellement. Bien sûr, mais donc toi, tu as fait des études de finance, bac plus 5, bac plus 6, c'est ça un truc, voilà. Et de là-dedans, tu n'apprends pas toutes ces valeurs.
Si, tu en as un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai été biberonnée depuis que je suis toute petite à ça. Donc, probablement que les gens apprennent ça en école de commerce, mais en fait, pour moi, c'était quasiment déjà inscrit en moi, j'ai envie de dire. Donc, c'était tout à fait naturel. Et quand on l'a vu en école de commerce, C'est pas un sujet, quoi. il y avait rien de nouveau et Ouais. c'était pas quelque chose de difficile pour moi. Et alors, c'est une question idiote, mais tu as toujours rêvé de travailler dans la finance? Je veux dire, petite, tu dis, moi, je voulais être pompier, elle voulait travailler dans la finance. C'était... Non, alors Comment ça arrive? ça va peut-être vous faire rire, mais en fait, quand j'ai passé mes entretiens pour rentrer en école de commerce, Ouais. tout mon speech de pourquoi est-ce que je voulais faire une école de commerce, parce que je voulais faire du marketing. D'accord, ok, donc rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Non, voilà, et puis je pense que le chemin faisant, j'ai découvert vraiment ce que c'était que les métiers de la finance, les métiers d'entreprise. À quel moment, justement, de l'école de co? Je sais pas. Tu sais pas dire quelle est non, la bascule? En fait, l'école de commerce, moi, elle est décomposée en 2 périodes, parce que j'ai eu mes 2 premières années d'école assez généraliste où on voit énormément de matières, où pendant cette période-là, je voyais bien que j'avais plus de facilité et plus d'appétit pour les métiers chiffrés. D'accord. Donc les cours de finance, les cours de contrôle de gestion, etc. Même si je trouvais le marketing aussi, des communications, fiscalité très intéressant. Et ensuite, j'ai eu une année d'alternance où j'ai fait 2 stages et ensuite j'ai fini mes études à l'étranger. Et en fait, pendant la période d'alternance, j'ai fait 8 mois en contrôle de gestion en banque. Et je pense qu'à la sortie de ça, je savais que j'allais partir en finance. Mais te dire, est-ce que c'est parce que j'avais déjà postulé pour un master à l'étranger en finance, et je l'avais fait avant de rentrer dans cette alternance-là. Donc, à savoir à quel moment je savais, je voulais faire de la finance, je ne sais pas. Et puis, je ne savais pas si ça allait être de la finance d'entreprise, de la finance de marché. Voilà. Donc, tu as créé ton entreprise il y a une quinzaine d'années, mais on va dire qu'elle a pris son essor il y a à peu près 5 ans. J'imagine que c'était facile à faire, qu'il n'y avait pas beaucoup de travail, que tu as pu vachement privilégier ta vie de famille, voilà. Évidemment. Donc raconte-nous un petit peu comment ça s'articule depuis quelques années, depuis 5 ans, cette histoire-là. En plus, tu as commencé à peu près la montée en puissance au moment du Covid, quasiment. Juste après, ouais. Juste après, c'est quand même particulier comme période. Oui, mais je pense que c'est le déclencheur, en fait, le Covid. Ça faisait plusieurs années que je me posais des questions. J'avais 2 enfants en bas âge. Je ne voulais pas rentrer dans le carcan de la boxe qui dit tu es là de telle heure à telle heure, tu fais exactement ça, etc. Ce n'était pas assez souple à mon sens. Le Covid est passé par là. Et en fait, pour moi, ça a été un déclencheur qu'il fallait que je me lance. J'avais les clients qui me suivaient, j'avais la niaque pour le faire, comme je vous disais, le cash aussi. Et donc, c'est fait assez naturellement. Et un changement de lieu de vie aussi. Oui, on était parisiens et on a déménagé en région bordelaise. On est d'accord qu'a priori, sur le papier, c'est un suicide professionnel d'aller faire ce job, parce que l'essentiel des cabinets se trouve plutôt dans les autour de la région. Paris 8, même, ça, c'est précis. D'accord. Et donc quand je dis suicide professionnel, c'est évidemment pour te provoquer un petit peu, mais est-ce que c'était rationnellement le bon choix? Sur le business, je parle uniquement sur la partie business. Oui, alors après, nous, notre métier, il faut se rappeler ce que c'est. C'est qu'avant le Covid, on passait notre temps en fait en réunion avec nos clients, chez nous, etc., un peu au téléphone. Mais le Covid a fondamentalement révolutionné notre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque même de contact humain. On fait tout en visio, tout le temps. Donc il y a des journées où moi, je sature d'être en face de mon écran d'ordinateur, de parler avec plein de personnes, mais de tout faire derrière mon ordinateur de... Surtout toi, qui a besoin de ce contact humain. Enfin, encore une fois, c'est pour ça que ça me surprend finalement, voyant ton caractère, de comment tu t'es allé dans la finance, alors que c'est pas la voie directe que je choisirais moi pour être proche des humains. Oui, mais en fait, pour moi, le Covid m'a permis de pouvoir faire mon métier où je le voulais. Après, cette liberté. Exactement. Donc ça veut dire que je sois à Bordeaux, dans les montagnes ou même à l'étranger. En fait, on peut tout faire avec notre téléphone et notre ordinateur. Moi, les seules choses dont j'ai besoin, c'est ça, pour travailler. Rien d'autre. Et après, ça ne dépend que de moi
de prendre le train, d'être à Paris. Donc je suis très souvent dans le train de 6h46 qui part de Bordeaux Ça pour pique. arriver à 9h moins 10 à Montparnasse et je reprends en fin de journée à 19h30 ou 20h quand il faut redescendre. Et j'ai un pied-à-terre à Paris qui me permet de venir régulièrement et j'y suis, peut-être pas toutes les semaines, mais j'y suis 2-3 fois par mois, quoi, au moins. à minima. Et le contact humain, c'est moi qui le garde si j'ai envie de le garder, c'est moi qui fais les efforts quand il y a besoin. Voilà. Et oui, en effet, c'est important pour moi, donc je le conserve. Probablement que le rythme de boulot fait que par moment, il faudrait que j'en ai encore un peu plus pour vraiment tisser le lien de façon un peu plus importante. Mais il est là. Donc ça, c'est vraiment l'équilibre que chacun veut mettre. Et alors, donc, on était sur cet aspect un peu work-life balance. Comment tu gères ça au démarrage de ton activité? Tu mets tes enfants en stand-by, ton mari en stand-by. Comment tu as géré ça? Alors, ma famille n'a jamais été en stand-by. On a notre organisation qui fait que nos moments de famille sont privilégiés. Tout est carré. Et que, entre guillemets, c'est mon sommeil et entre guillemets, mes activités perso qui passeront après. Donc, je ne travaille quasiment jamais entre 19h et 21h parce que c'est le moment de famille où on retrouve les enfants, où on dîne en famille, où on raconte l'histoire. Et quand il y a besoin, ce qui est souvent, je me reconnecte à 21h et je travaille sur ce qu'il y a à faire. Après, c'est pas évident. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense que j'ai jamais autant travaillé que les 5 dernières années de ma vie. Et c'est OK? Et ça me va très bien. Je suis à l'aise dans mes pompes avec ça. Ça me convient. Je suis très heureuse de ce que je fais. Je me lève tous les matins hyper enjouée par mon métier, par mon équilibre, par mon équipe. C'est tellement précieux, ça. Et en fait, je n'ai pas envie de changer. Et évidemment, si je pouvais travailler un tout petit peu moins, ce serait bien. Je pourrais faire un peu plus de sport, etc. Mais aujourd'hui, ça va bien. Ça a toujours été simple, cette frontière entre la vie perso et la vie pro? Non, mais comme tous les dirigeants d'entreprise, comme toutes les femmes qui ont des enfants en bas âge ou les parents qui ont des enfants en bas âge et qui ont des responsabilités, c'est pas facile. Et c'est là où la force du couple est très importante, qu'il y ait de la communication, qu'il n'y ait pas de frustration et que chacun fasse les efforts là où il y en a besoin. Et mon mari a aussi pas mal de responsabilités et en fait... Oui, c'est un chef d'entreprise aussi. Il l'a été en effet. Oui, il a été. Et en fait, on alterne et quand il a besoin, lui, d'être plus en déplacement, c'est moi qui me mets moins en déplacement et on inverse. Et on a notre rituel de tous les dimanches soirs où on fait le point sur les 15 jours d'agenda qui viennent et on se dit, voilà, là j'ai besoin de ça, et j'ai besoin que ce soit là, j'ai besoin que ce soit là. Et ça fonctionne comme ça. C'est hyper inspirant, ça. Je pense que c'est un des points cruciaux du couple, notamment quand il y a un des deux, voire les deux, qui sont entrepreneurs. C'est cette communication qui est fondamentale. Sinon, on passe à côté, finalement, de la famille, quoi. Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est vraiment fondamental. Comment est-ce que ça se passe sur l'organisation d'une semaine? À quel moment Caroline prend du temps pour Caroline? La provocation. Alors ça, c'est les performances des, on va dire, 18 derniers mois. C'est qu'en fait, faire du sport pour moi est assez essentiel. Ouais. Surtout vu ton passé de sport de haut niveau. Hein, donc c'est une vraie voie d'expression pour toi. Oui, et au-delà de ça, c'est une façon pour moi de lâcher les tensions, lâcher les pressions. Et au-delà de même tout ça, permet à mon cerveau de partir sur des réflexions que je ne peux pas avoir quand je suis derrière mon ordinateur. Et donc, quand je cours ou quand je fais une séance de vélo, ça me permet en fait de pouvoir réfléchir. Et souvent, tiens, ça c'est une bonne idée, il va falloir que je la creuse, etc. Donc, même là, tu travailles. Non, mais c'est en ça que pour moi, le sport fait partie aussi de mon équilibre de vie. Alors malheureusement, j'en fais pas autant que je veux, mais j'arrive à faire, on va dire, deux séances de sport par semaine, ce qui est déjà pas mal. 3 quand je suis au top. Mais ça me permet aussi d'avoir un moment de respiration et de prendre de la hauteur par rapport à tous les sujets. Il y a une période, je me levais tôt le matin pour en faire entre 6 et 7 avant de lancer la journée. Le fameux Miracle Morning que tout le monde a essayé. C'est assez incroyable. Je squeezais un peu les autres parties et je faisais la partie sport du Miracle Morning. C'est ton Miracle Exactement. Morning, voilà, absolument.
Mais après, je fais aussi en fonction de comment je ressens mon corps. Et typiquement, en ce moment, j'arrive pas à me lever plus tôt. Donc voilà, on Et c'est pas fait et grave. ça revient. Exactement. Et en fait, c'est aussi ça, je trouve, l'apprentissage des dernières années, c'est qu'il faut savoir s'écouter. Savoir écouter quand on est fatigué, quand on a un coup de moins bien, parce que si on force trop, en fait, on casse la machine. On sera bien plus efficace si on a fait une bonne nuit de sommeil ou si on a pris un week-end où on n'a pas fait ce qu'on avait besoin de faire. On le fera mieux la semaine prochaine. Voilà. Après, c'est un peu culpabilisant parce qu'on se dit qu'on n'avance pas, qu'on ne fait pas ce qu'il y a à faire. Mais pour autant, ça c'est mon apprentissage des dernières années, c'est que par moment, il faut accepter de faire un tout petit break pour que ça reparte beaucoup plus fort, parce qu'on sera beaucoup plus efficace et ça ne changera pas grand-chose parce qu'on tiendra nos deadlines. Ok. Ça, c'est vraiment très inspirant. Dans ton parcours professionnel, est-ce que tu pourrais dire que tu pourrais nous citer un ou deux ou trois, ce que tu veux, vraiment exemple de réussite, vraiment un truc dont tu es vraiment, mais vraiment super fier? Est-ce que c'est un deal? Est-ce que c'est un recrutement? Est-ce que c'est, que sais-je, mais quelque chose qui vraiment, même encore aujourd'hui, te rend fier de ce que tu as fait? En fait, j'ai envie de répondre que aujourd'hui, je suis très fière de ce que j'ai fait. Vraiment très En fière. global, ouais. Ouais, en global, parce que j'ai une jolie entreprise qui accompagne des dirigeants qui sont... je crois qu'il n'y en a pas un qui a dit qu'il n'était pas satisfait de l'accompagnement qu'il a eu. Il y en a certains que j'accompagne depuis de nombreuses années. J'ai une équipe Soudé? hyper soudée, on s'entend hyper bien, il y a une très bonne ambiance. Je crois qu'en plus de ça, tu les bichonnes un petit peu quand même, hein. Il y a deux, trois trucs que tu essayes de mettre en place, parce que c'est facile de se dire, tiens, j'ai une salle de sport, tiens, j'ai machin, quand tu as un groupe de 3000 personnes. Mais quand tu es une boîte de moins de 10 personnes, tu as mis déjà des choses en place, quoi. Oui, alors en fait, pour moi, on en revient à mes valeurs et à mes convictions. En fait, c'est que je ne pourrais pas faire toute seule. Et que Caroline a beau avoir un cerveau plutôt bien fait, si Je elle te a, confirme. si elle a pas une équipe à côté d'elle qui croit dans les mêmes valeurs qu'elle, qui va dans la même direction et qui est prêt à s'arracher avec elle, Ben, ça marche en fait, pas. ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, ma clé de ma réussite, c'est que mon équipe, elle soit derrière moi, qu'elle croit en moi et qu'elle ait envie d'aller dans la même direction que moi. Donc, oui, on va 2 fois à la montagne par an on délocalise les bureaux à la montagne. Carrément. Voilà, donc Un ou deux jours, c'est ça? 2 fois une semaine. 2 fois une semaine, ah oui, non, c'est Une un fois, vrai... une fois en hiver, une fois en été. Donc ça permet, on travaille très dur hein, quand on est là-bas, mais ça nous permet aussi de prendre de la hauteur, de pouvoir... C'est le cas de le dire, res- la montagne. Exactement. De pouvoir respirer un peu. On fait du sport en équipe une fois par semaine. Ça, c'est toute l'année, ça, par Ça, c'est contre. toute l'année. On a une cuisine dans les bureaux que le frigo est très souvent rempli pour qu'on puisse déjeuner tous ensemble. Voilà. Même au niveau du package qui est proposé aux collaborateurs, ils ont évidemment une partie financière, mais il y a aussi une partie formation et il y a une partie que j'appelle cadeau, où en fait c'est moi chaque année qui leur fais un cadeau en fonction de ce que j'ai pu entendre qu'ils avaient besoin, voilà, juste pour montrer que je porte de l'attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Ouais. Voilà. Et puis après, ce qui paraît peut-être un petit peu classique aussi, c'est qu'évidemment on a du télétravail chez Ajaka, mais de façon très agile, dans le sens où on a un emploi du temps qui est mis en place chaque semaine, mais chacun prend ce qu'il veut. Et il y a des fois, ils vont prendre 4 jours de télétravail, la fois d'après, ils vont prendre une journée. Par contre, quand il y a un rush, quand on a besoin de s'asseoir ensemble, ils sont là. Et il n'y a pas de question. Et c'est cette agilité, en fait, cette souplesse que j'avais envie de mettre en place aussi. Est-ce que c'est exagéré de dire que, d'une certaine manière, tu as essayé de constituer une espèce de petite famille? Non, c'est peut-être le terme est peut-être exagéré, mais il y a un peu de ça quand même dans les valeurs, dans le cocooning. Oui, je suis d'accord. Après, moi, je mets plutôt ça. Et équipe, pas au sens de ce qu'on peut voir dans la partie pro. Pour moi, c'est équipe comme mon équipe de hand, en fait. Ah oui, mais c'est une petite famille. Qui est Oui, pas, oui, on sait que c'est pas la même famille que notre famille de sang, mais c'est un vrai clan, quoi. Oui, exactement. Okay. Tout à fait. Donc ça Et en fait, ça change la motivation des uns Ce que j'aime des bien, autres. c'est qu'aujourd'hui, moi, je trouve que mon équipe, elle respire Ajaka. Ils sont dans le... Ils sont perfusés à Ajaka. Oui, on va dire ça comme ça, mais en fait, ils croient profondément dans les valeurs de Ajaka. Et ils y sont parce que ça leur convient bien, mais parce que je pense qu'ils sont alignés avec ce qu'on propose. Mais alors, ces valeurs, allez, on va se faire plaisir. L'idée, c'est
même si on ne développera pas forcément pendant 2 heures, mais c'est quoi ces valeurs qui te paraissent si importantes? Est-ce que tu as réussi à formaliser un petit peu tout ça? Oui, il y a un triptyque qui est très important pour moi. La première, c'est tout ce qui touche autour de la qualité. Donc ça va sur l'exigence d'exécution. Et en fait, je ne veux pas qu'on soit la moyenne, je veux qu'on soit des top performeurs. Donc je suis très exigeante sur la qualité de ce qui sort de chez nous, de l'accompagnement, de la réflexion qu'on peut mettre. Pour moi, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est tout ce qui touche à l'authenticité. Ça veut dire que vous avez en face de vous Caroline et que ce n'est pas une Caroline avec le masque ceci ou avec le masque ça, c'est Caroline et qui est... T'es la même tout le temps. Exactement. Et ce qui va avec ça, c'est la transparence aussi. Ça veut dire que si je pense qu'ils sont en train de faire une connerie, je vais le dire. Et avec toujours de la bienveillance en disant est-ce que tu as bien réfléchi à ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, etc. Donc c'est cette partie authenticité. Et puis après, c'est le côté dynamique, aller de l'avant, pushy, etc. Et donc pour moi, c'est ces 3 valeurs qui sont importantes. Donc c'est exigence, authenticité, dynamisme. Voilà. Donc ça, du coup, c'est là-dessus que tu fondes ton entreprise, Ajaka Conseil. Oui, c'est assez intrinsèque. Oui, est-ce que c'est exactement les mêmes valeurs pour toi, Caroline Horry? Est-ce que, parce que c'est important, c'est deux entités différentes. Il y a Caroline et puis il y a son entreprise. Ouais, tout à fait. Même si c'est une émanation de toi, est-ce que toi tu dirais, comment tu te qualifierais justement dans tes valeurs humaines, indépendamment du travail, là, si on parle plus généralement? Oui, je suis assez alignée, je pense, avec les valeurs de Ajaka. Bien sûr, oui. Après, moi, j'ai une valeur, je donne une importance très forte à la famille, à l'engagement, etc., que je ne veux pas demander à mes collaborateurs, parce que Ajaka, ce n'est pas une famille. Et c'est pour ça que je tilte un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce qu'il faut que... Chacun est libre. Est libre, et puis surtout, c'est que... Ajaka, ça peut être une étape pour eux et qu'à un moment, ils n'y trouvent plus leur compte ou qu'ils veulent aller faire autre chose. Oui, il y a des gens qui sont passés et qui ne sont pas restés. Exactement, et c'est OK. Et aucun souci avec ça. Et au contraire, je trouve que ça fait partie de la vie normale, etc. Donc c'est pour ça que je ne veux pas faire de lien familial parce qu'il n'y a pas de continuité ad vitam aeternam. Mais moi, par contre, dans mes valeurs qui sont très fortes, c'est que c'est le lien familial, c'est le lien qui m'unit avec mes meilleurs amis. Voilà, ça c'est très important pour moi. C'est solide, ça. Donc ça, c'est ta valeur phare, à proprement dit. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de réussite. Alors évidemment, d'une certaine manière, c'est le global que toi, tu estimes être ta plus grande réussite. C'est tout ce que tu as fabriqué. Si on devait parler de... oui, on va y aller, sur les échecs ou les épreuves de vie. Déjà, au niveau pro, est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, tiens, je n'aurais vraiment pas fait comme ça? Ou tiens, là, j'ai fait une boulette ou... Alors non, je dirais pas ça, parce que j'aurais appris. Donc je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. J'essaie de la piéger, je n'y arrive pas. Non, je ne piège pas, mais c'est vrai que c'est intéressant ta façon de voir. En fait, j'ai pas un point ou une expérience majeure, mais il y a 1 ou 2 transactions sur lesquelles j'ai travaillé où aujourd'hui, je ne le ferai pas pareil. Et c'est des transactions sur lesquelles je sais pourquoi je les ai prises à ce moment-là, parce que c'était le démarrage du business, parce que ça ne collait pas parfaitement à mes valeurs, mais, entre guillemets, la peur de l'échec, la peur de ne pas avoir suffisamment pour manger. Et j'ai pris des transactions sur lesquelles j'avais... C'était pas aligné ? Oui, alors je ne sais pas si c'est une question d'alignement, mais en tout cas, je n'étais pas sûre à 100% que ça correspondait au modèle que je voulais développer. Et entre autres, il y en a 2 sur lesquels je ne m'y suis pas retrouvée à titre perso. Je ne m'entendais pas hyper bien avec les dirigeants, je ne trouvais pas les dirigeants super clean ou super droits. On a fait le job, on a été au bout, très bien. Mais pour autant, c'est un apprentissage pour moi parce que ça a été des périodes qui étaient pas faciles, un peu où ça a été intérieurement où je ne me suis pas totalement retrouvée. Donc ça m'a beaucoup appris personnellement. Donc en fait, quelque part, si vous vous retrouvez et vous avez envie de travailler avec Ajaka Conseil et donc avec Caroline Horry et que vous ne vous retrouvez pas dans ces valeurs, le mieux, c'est de ne pas y aller parce que ça ne va pas lui convenir quelque part. Oui, les valeurs c'est assez marqué, hein, tes valeurs, donc du coup, ça peut cliver. En fait, je pense qu'il faut Tu l'acceptes. Je le worderai un tout petit peu différemment. Non, mais dans le sens où on fera le boulot.
mais en fait, on n'ira pas au-delà. Parce que si on ne se retrouve pas dans les valeurs, on n'excellera pas, ni nous, ni les dirigeants, en fait. Parce que l'objectif, c'est en fait de faire en sorte que le dirigeant il soit encore meilleur que ce qu'il est tous les jours. Il est déjà à un très haut niveau. Et en fait, nous, on apporte ce qui devrait le faire. Ouais. Voilà. Et nous, c'est pareil. On est excellent quand on s'entend hyper bien avec nos dirigeants et qu'on est aligné. Donc, on fera du bon boulot si les gens veulent venir travailler avec nous. C'est peut-être pas optimal, mais on n'apportera pas cette source en plus. En tout cas, nous, on est là pour apporter ça quand on est aligné dans nos valeurs. Et donc du coup, ça, c'est voilà, pas un échec, mais on va dire que non plus un regret, mais avec le recul, tu comprends mieux aujourd'hui comment te positionner. Oui, ça, et puis pour moi, c'est, comme je vous disais au départ, hein, c'est vraiment ce qui me fait grandir, c'est ces leçons que j'ai apprises au fur et à mesure de ma vie. Justement, ta vie, est-ce que, alors sans rentrer dans les détails, mais est-ce que tu as déjà vécu des événements, des épreuves de vie qui t'ont foutu une sacrée claque? Bah, j'en citerai deux. Alors, qui ont marqué fondamentalement la façon dont je suis, pardon. La première, c'est que j'ai eu un accident cardiaque il y a de nombreuses années. Et la façon dont j'avais projeté ma vie, ça ne pouvait plus se produire comme ça. Un stop, un arrêt direct. Exactement. Donc, il a fallu que je me pose plein de questions. Tout a été réglé, il n'y a aucun sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as plus de conséquences. Tout à fait, Voilà. rien du tout. Mais il a fallu que je prenne des voies différentes à celles que je m'étais tracées. Et donc, j'ai appris, je pense encore plus, cette agilité et te dire que demain n'est pas garanti. Et donc, il faut que tu sois sûr de ce que tu fais aujourd'hui parce que tu ne sais pas si le chemin demain, tu le prendras à droite ou à gauche. Donc ça, c'était un gros enseignement. Et ça a mis beaucoup de temps à maturer chez moi pour arriver à cette prise de hauteur et cette agilité que je pense avoir aujourd'hui. D'où l'importance que tu mets sur les valeurs, etc. Exactement. Tu ne peux pas perdre de temps avec des gens qui ne te correspondent pas ou avec des process qui ne te correspondent pas, quoi. Tout à fait. Et deuxième événement, qui est un événement très heureux, c'est la maternité. C'est le fait d'avoir eu... 2 fois. 2 fois. Mais à devenir maman, je savais que je voulais devenir maman depuis très très longtemps. Okay. Mais je n'avais pas du tout anticipé... Parce que ça chamboulerait. Oui, mais le chamboulerait et même à quel point ça me rendrait meilleure. Et pour moi, c'est un événement critique dans ma vie. C'est pas une contrainte, quoi. Non, je pas vécu comme ça. Pas du tout. Et au contraire, je suis aujourd'hui d'une efficacité incroyable, bien plus que quand je n'étais pas maman, parce que je sais jongler avec les choses, parce que je ne ferai pas de concessions sur mes enfants, dans le sens où ce sont toujours ma priorité. C'est eux qui t'inspirent quelque part, on pourrait dire ça ? Et qui me donnent le drive, et qui me donnent la motivation que j'ai, parce que si je fais bien mon boulot, etc., je suis hyper épanouie, et donc je suis hyper bien avec eux, et j'ai toujours du temps avec eux, etc. Oui, parce que sinon on pourrait dire, bah, t'arrêtes ton boulot, et puis tu te mets 100% de ton temps pour t'occuper d'eux. Non, moi je ne suis pas une maman, vous voyez, c'est pas possible ça. Ça marcherait pas ? Non, mais ce serait chouette quelque temps, parce que ça va très bien. Mais à un moment ou à un autre, je vais tourner en rond, puis eux, ils vont à l'école, ils ont leurs potes, etc. Donc non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Non, mais voilà, et donc je trouve que c'est un événement aussi qui est important dans ma vie, parce que j'étais encore dans des grandes boîtes avant la naissance de mon premier enfant. Et la naissance et cette volonté d'avoir un cadre de vie, un cadre professionnel plus adapté à ce que je voulais par rapport à mon rôle de maman, m'a aussi aidée à basculer et à lancer vraiment Ajaka. Donc ça veut dire que quoi qu'il nous arrive dans la vie, en fait, ça jalonne le chemin qu'on est censé prendre quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans ton boulot ou dans ta vision, en fait, parce que finalement, dans ta posture actuelle, tu es à la fois la chef d'entreprise et en même temps, tu es aux côtés d'autres chefs d'entreprise. Donc, tu as vraiment cet angle différent. Et donc, ça te donne quand même une vision assez intéressante du marché, et notamment français, et de savoir comment ça se passe. Quel est ton regard sur le chef d'entreprise aujourd'hui en France ? Je fais du politiquement correct ou pas ? Non, mais non, on s'en fout ici. C'est ce que tu as besoin. Comme ta valeur, c'est l'authenticité. Tu n'es pas obligé de le dire trop violemment, mais comment tu ressens ça ? On a une myriade de super chefs d'entreprise qui se lancent, qui ont des belles boîtes, etc. Et je trouve qu'ils sont
pas suffisamment aidés et soutenus. Et je trouve que Par la, qui? la réglementation, l'État joue pas son rôle de catalyseur et entraînant pour que on en ait encore plus. Et moi, ma crainte, c'est qu'on perde en fait. Sont issus de PME un Ouais, peu? voilà. À nouveau, on a des choses qui sont superbes. On a plein d'entreprises qui ont la chance d'être en région aussi, donc c'est bien réparti sur le territoire français. Et je pense qu'il faut les aider. Et aujourd'hui, les jeunes, la nouvelle génération qu'on a, alors c'est super chouette de monter une start-up en SaaS, en medtech, etc. Mais il faut aussi reprendre toutes ces PME où on va avoir un moment des questions de transmission, etc. Y compris sur de la production, Exactement, et puis des sur de métiers l'industrie, de la quoi. distribution, du médical de base, etc. Et je ne sais pas si on va régénérer en fait le vivier d'entrepreneurs, de dirigeants que l'on a aujourd'hui, parce que quand on regarde les pyramides des âges, il va quand même falloir qu'il y ait un renouvellement qui se passe. Et c'est très bien les mouvements de consolidation parce que ça permet d'avoir des process optimisés, d'être plus performant, d'offrir de la promotion pour les gens qui travaillent dans ces groupes-là, etc. Mais ça a aussi du sens de garder des équipes en local, des petites entreprises, etc. Donc il y a un côté qui est lié au cadre réglementaire que l'on a. Et puis il y a aussi un cadre, un sujet générationnel avec nos jeunes générations qui ont aussi besoin de se responsabiliser et d'accepter de prendre des risques et des responsabilités. C'est ce que tu fais un peu dans ton entreprise. Je crois que quand on a préparé l'émission, ce que tu disais, c'est que dans tes collaborateurs, quel que soit leur niveau, ton envie, une de tes missions, je ne sais pas si je dis les choses correctement, mais c'est aussi de les autonomiser, de les responsabiliser, et pourquoi pas qu'ils créent un business autonome au sein d'Ajaka, quoi. Oui, alors là, en fait, j'aime transmettre et c'est très important pour moi. Alors ça va peut-être paraître être la vieille qui parle là, mais en fait, j'ai pas mal roulé ma bosse, j'ai un peu d'expérience. J'apprends tous les jours hein, quand je continue à travailler avec les dirigeants, mais en fait, ce que j'ai surtout envie, c'est de faire grandir mes jeunes. Et à nouveau, je dis mes jeunes avec ce côté un peu maternaliste que je peux avoir, mais j'ai envie de les faire grandir, j'ai envie qu'ils développent les compétences qu'ils ont envie de développer. Donc oui, les rendre autonomes, leur donner la possibilité. Et typiquement, si on revient sur le début de la discussion où on regardait comment était structurée notre profession, les jeunes n'ont pas souvent l'opportunité d'être en face de clients, de gérer des parts de transactions qui sont importantes. Moi, j'en ai pas trop souffert quand j'avais commencé mes classes parce que j'ai eu la chance d'avoir une ou deux personnes qui m'ont bien tirée. Et bien, ensuite, j'ai envie de faire la même chose et j'ai envie de leur donner. Donc, toujours en étant en soutien et pour pas qu'ils se brûlent les ailes. Et j'ai envie de les accompagner pour qu'ils grandissent et qu'ils deviennent autonomes et qu'ils soient en effet, l'objectif, c'est qu'ils soient capables de gérer une transaction de A à Z et qu'en fait, moi, je reste tranquillement allongée et que je les regarde faire. Du coup, j'ai envie de te poser une question encore plus précise là-dessus. Quelles sont pour toi les caractéristiques pour être un bon chef d'entreprise, un bon patron, un bon dirigeant aujourd'hui? C'est quoi, si on devait donner les 2-3 tips qui émanent aussi de ton expérience en tant que chef d'entreprise et aussi en tant qu'observatrice de ces chefs d'entreprise? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question-là parce qu'en fait, je pense qu'il y a énormément de facettes pour être un bon dirigeant parce que il y a des dirigeants qui sont qui sont très bons en management, d'autres qui le seront moins et qui trouveront les parades pour avoir des gens qui viendront manager à leur place. Donc je ne sais pas si moi ma conviction c'est qu'à partir du moment où on est déterminé, qu'on sait pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc. Et qu'on y met toute l'énergie qu'on a. Ça peut que bien se passer et on deviendra un bon chef d'entreprise. À partir du moment où on y met toute l'énergie, qu'on y met toute l'intelligence que l'on peut avoir, on trouvera d'une façon ou d'une autre le bon setup pour arriver à faire en sorte que ça fonctionne. Toujours dans un cadre de bienveillance, etc. Enfin, voilà, et en respectant les règles normales de déontologie. Voilà. Déjà, juste ça, tu le banalises en le disant, mais c'est déjà pas la majorité des entreprises. En tous les cas, sur les gros groupes, machin, on n'est pas du tout dans cette histoire de bienveillance, en fait.
Je sais pas, enfin, je ne tirerai pas des conclusions aussi hâtives parce que je pense que l'humain est quand même bienveillant de nature. Donc pour moi, ça me semble assez logique peut-être. Je ne peux pas répondre là-dessus. Ok, alors évidemment, tu as déjà vu une émission ou deux peut-être, donc tu connais la tradition vers la fin de l'émission. Donc, on a cette chance incroyable d'être relié à l'univers directement dans le... On a un canal direct sur ce plateau, avec notamment cet objet que tu as pu observer, hein, le fameux téléphone céleste. Si tu devais décrocher ce téléphone pour t'adresser, pour le coup, peu importe, hein, soit à Dieu, soit à l'univers, soit à un défunt, c'est quoi le message que tu aimerais passer et à qui tu aimerais le passer? Comment est-ce que tu vois ça? Un peu sur ce que tu disais sur le why, sur le pourquoi tu étais là et tu faisais tout ça. Je vais ni parler à Dieu, ni parler à l'univers, ni parler à un défunt. En fait, je vais parler à moi, il y a 10 ans, en lui disant que il faut que je continue et qu'il ne faut pas que je lâche, parce que ce que je fais, c'est bien et que je suis dans mes valeurs. Et maintenant, je vais parler à celle dans 10 ans devant moi, en lui disant bah, j'espère que tu seras fière de moi parce que j'y mets toute l'énergie que je peux. Et tout ton cœur. Exactement. Bah écoute, merci. Merci pour cette heure ensemble. Merci d'avoir joué le jeu. C'est pas facile de passer, de se livrer comme ça. On a essayé d'être le plus authentique possible pour être fidèle à tes valeurs, qui sont aussi nos valeurs sur ABC Talk Entreprise, puisque c'est une façon aussi de transmettre et puis de montrer une autre image de l'entreprise où on est un peu éloigné des chiffres, même si je sais que tu les affectionnes particulièrement, mais où on ne va pas parler que des KPI et de ta phase de croissance, etc. Ça a de l'intérêt, mais ce n'est pas l'objet de l'émission. Et puis, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci également pour tous vos partages qui sont de plus en plus nombreux. Et puis à vos commentaires bienveillants, évidemment, ça s'entend. Si vous aussi, vous êtes entrepreneur ou dirigeant et que vous souhaitez passer sur le canapé d'ABC Talk Entreprise et pour pouvoir parler de votre entreprise, de votre parcours et de vos histoires d'entreprise, n'hésitez pas à nous écrire sur ABC Talk, sur rédaction@abctalk.fr par email, et puis on étudiera votre candidature avec grand plaisir pour que vous puissiez nous transmettre tout ça. Et puis à très bientôt. J'espère que tout va bien pour vous. Au revoir.